Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette quatrième séance de cours. Donc aujourd'hui, on va commencer à explorer les fonctions d'onde pour les fermions, donc les représentations d'états quantiques fermioniques par réseau de neurones. Alors je vais peut-être vous décevoir un peu. En préparant le cours d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce n'était pas raisonnable de parler de ce sujet sans vous donner une espèce de présentation générale et même un peu historique des fonctions d'onde variationnelles pour les fermions. Et donc, en réalité, dans le cours d'aujourd'hui, il va y avoir très peu de réseaux de neurones, voire pas du tout. Et le cœur du sujet, ça sera les applications récentes des réseaux de neurones aux fonctions d'onde variationnelles fermioniques, ça sera la fois prochaine. Donc, je vais consacrer en réalité 2 cours aux fermions, parce que c'est un sujet qui est quand même très vaste. Et ça n'a pas grand sens de vous parler des avancées depuis... c'est un sujet tout frais, en fait, depuis 4 ans, disons, sans vous donner un peu une perspective générale sur les fonctions d'onde fermioniques. Voilà. Ça permet également, au passage, de mettre un peu de physique dans le cours, ce qui est quand même pas mal. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir d'avoir pour le séminaire Juan Carrasquilla. Merci Juan d'être venu depuis le Canada. Et donc il va nous parler de réseaux de neurones, à la fois d'application à la représentation des fonctions d'onde et peut-être aussi un peu de tomographie, mais en utilisant d'autres structures de réseaux de neurones, principalement que celles dont on a parlé dans les cours précédents, d'autres structures que les machines de Boltzmann, ce qu'on appelle les réseaux de neurones autorégressifs ou Recurrent Neural Networks. Et donc, ça donne un éclairage plus vaste sur l'ensemble du sujet du cours. Je vous rappelle que les cours sont sur le web, à la fois en vidéo et aussi les supports de cours, les slides sont sur le web. Alors, aujourd'hui, je vais faire une partie du cours au tableau, pour changer, ce qui va permettre... je trouve que c'est plus vivant pour établir les notations en particulier. Je ne sais pas à quel point, je pense que certains d'entre vous sont évidemment très très familiers avec le formalisme du problème à n-corps quantique pour les fermions, d'autres peut-être un peu moins. Donc ça va permettre d'au moins de fixer les notations pour ceux et celles qui sont familiers avec le sujet, et pour ceux et celles qui ne le sont pas, simplement d'avoir une sorte d'introduction au sujet. Donc voilà un petit peu ce que je voudrais couvrir aujourd'hui. Encore une fois, au tableau, une introduction au problème fermionique, un grand nombre de fermions, donc essentiellement des notations et et puis ensuite, dans un second temps, la définition, la présentation d'un certain nombre de grandes classes de fonctions d'onde variationnelles, alors n'utilisant pas les méthodes de réseau de neurones, pour vous donner un peu une perspective sur le sujet, en commençant bien sûr par les déterminants de Slater et la méthode Hartree-Fock. Et ensuite, je vais vous parler de fonctions d'onde de Gutzwiller, de Jastrow-Slater, de backflow, etc., pour arriver finalement à poser les questions ouvertes dans le domaine et la manière dont le machine learning et les réseaux de neurones permettent des avancées et ont permis déjà des avancées assez considérables. Voilà, donc c'est ça le sujet principal. Le cours de la prochaine fois sera complètement consacré à présenter un certain nombre d'avancées des 4 dernières années sur les fonctions d'onde fermioniques par réseau de neurones sous différentes formes, et en particulier, j'entrerai assez dans les détails sur un travail qu'on a fait, dont j'ai été un des co-auteurs, et dont l'auteur principal est Javier Robledo Moreno et James Stokes, et également Giuseppe Carleo, qui utilisent des méthodes de fermions auxiliaires qu'on a appelées fermions cachés pour construire des fonctions d'onde corrélées. Donc, un certain nombre de références utiles et générales sur les fonctions d'onde variationnelles. Ça, ce sont des références donc pré-réseau de neurones. Il y a un cours de Federico Becca, qui est un des artistes du sujet, qui est assez compact, qui est bien dans la fameuse série des cours de l'école de Jülich, qui est organisée par Eva Pavarini et Eric Korsch. J'ai souvent parlé dans cette série de cours au collège, qui s'appelle donc Variational Wave Functions for Strongly Correlated Fermion Systems. Une introduction un peu similaire, mais évidemment beaucoup plus développée,
qui est le livre de Federico Becca et Sandro Sorella, Quantum Monte Carlo Approaches for Correlated Systems. Donc ça, c'est vraiment une référence du domaine. Et puis, le sujet est ancien. Il s'est beaucoup développé juste après la découverte des cuprates supraconducteurs. Il y a des références plus anciennes qui datent de cette époque, qui sont utiles parce qu'elles font en particulier le lien avec la théorie RVB de Resonating Valence Bond, dont je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais j'y ferai des allusions, qui sont ces notes de cours de Dieter Volhart et cette revue de Claudius Gross. Donc voilà des références utiles. Donc, quels sont les modèles et les matériaux qu'on a en tête? Bon, ça peut être des modèles sur réseau, c'est ce dont je vais parler essentiellement aujourd'hui. Donc, par exemple, les fermions sans spin avec des interactions d'une certaine portée, ou bien le modèle de Hubbard, qui va être celui sur lequel je vais me concentrer pas mal aujourd'hui, ou bien des problèmes dans l'espace continu, comme le beau vieux problème de l'hélium 3, un liquide quantique corrélé, ou le gaz d'électrons. Et une des choses que je voudrais souligner, c'est qu'il n'y a pas forcément une disconnexion complète entre ces deux domaines, puisque évidemment, dès qu'on commence à définir une base, eh bien, on peut ramener le problème dans le continu, un problème sur réseau. Ceci étant dit, ce n'est pas toujours la bonne approche, parce qu'évidemment, les bases, ça coûte très cher quand il s'agit, par exemple, simplement de calculer les éléments de matrice de l'interaction. Donc, vous verrez au cours prochain qu'il y a des approches par Neural Quantum States qui travaillent directement dans le continu sans utiliser de base, et puis des approches qui utilisent une base du problème. Voilà, donc ça va être tout pour les slides pour l'instant, et je vais commencer à fixer les notations au tableau. Je pense que je peux faire plus de lumière en faisant ça, voilà, à fixer un petit peu les notations au tableau. Alors, dans toute la suite du cours, je vais essayer d'écrire gros. Et aussi, je vais essayer ce défi d'écrire en anglais en parlant français. Ça va être un peu compliqué, mais on va essayer. Donc, dans toute la suite de ce cours, on va regarder essentiellement un problème sur réseau. Si vous n'êtes pas content avec les problèmes sur réseau, imaginez que j'ai une base. Et on va appeler L le nombre de sites du réseau. On va appeler N le nombre d'électrons, le nombre de fermions, disons. Si c'est des fermions avec du spin, N c'est la somme des deux espèces de spin. Et puis, je vais appeler M le nombre de degrés de liberté, ou si vous voulez, le nombre de modes. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc, prenez par exemple le modèle de Hubbard, pour ne pas le nommer. Donc, le modèle de Hubbard, vous connaissez tous. On a un réseau. Je dessine ici un réseau carré. Sur chaque site I du réseau, I va aller de 1 à L. Je peux avoir un fermion de spin-up ou de spin-down. Donc, dans ce cas-là, le nombre de modes, M, eh bien, c'est 2L. Voilà. C'est le nombre de modes possibles pour un fermion. Et la taille de l'espace de Hilbert, ben c'est 2 puissance m. Autrement dit, 2 puissance 2L, ou 4 puissance L, si vous voulez, qui traduit le fait que sur chaque site, je peux avoir 0 fermion, un fermion up, un fermion down, ou une double occupation up-down. Voilà. Donc ça permet de fixer un petit peu les notations. Dans ce contexte, la densité de fermions par site ρ, ça serait n sur L. Je ne l'appelle pas n comme souvent.
Je ne l'appelle pas n parce que petit n, je le réserve aux configurations du système, notation que j'ai essayé de garder tout au long du cours. Donc on va voir ce que c'est que petit n dans le cas fermionique. Alors, il me faut une notation pour la base computationnelle, disons. Donc je vais appeler P l'indice des modes pour une particule. Donc ça veut dire que P sur le modèle de Hubbard, ça serait simplement la donnée d'un site et la donnée d'une projection du spin sur une direction up ou down. OK, donc qu'est-ce que c'est que l'espace de Hilbert? Pour n particules, donc c'est l'espace des fonctions antisymétrisées qui ont n particules. Antisymétrisées parce qu'on a des fermions, d'accord? Et donc, essentiellement, si je vais vous parler, disons, de représentation qu'on appelle en général première quantifiée, où on se donne explicitement les amplitudes de la fonction d'onde sur une configuration donnée. Donc on va, dans ce cas-là, dire le fermion 1 est dans le mode P1, le fermion n est dans le mode Pn. Et cette fonction est antisymétrique, ce qui veut dire que si je change l'ordre des fermions par une permutation sigma, où sigma c'est une permutation, disons, du groupe symétrique, ce que je trouve ici, c'est la signature que je vais appeler epsilon sigma de la permutation psi de P1Pn. Alors, attention ici, la séquence P1Pn n'est pas une séquence qui est ordonnée de manière normale. Donc on va voir tout de suite qu'il va falloir définir un ordre normal sur les fermions pour garder la trace du signe fermionique. Et ici, P1Pn est juste la donnée d'une suite de nombres, d'une suite d'indices de mode, qui n'est pas normalement ordonnée. Donc ça veut dire qu'il y a, comme évidemment l'état de base P1Pn est en réalité le même état quand je permute tous mes P1Pn à un signe près, ça veut dire qu'il y a en fait factoriel n configurations qui en fait ont le même représentant avec l'ordre normal, un certain ordre normal spécifié. Donc qu'est-ce que j'appelle ordre normal? Qu'est-ce que j'appelle ordre normal? Donc c'est simplement de me donner un certain ordre sur la manière dont j'organise mes opérateurs de création et d'annihilation pour créer ou pour définir mes fonctions d'onde. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on a? Donc ça c'est moi qui décide, ou vous qui décidez, comment vous voulez ordonner vos états. Donc, par exemple, on peut choisir, imaginez que vous ayez un système unidimensionnel, ça n'a pas beaucoup d'importance, donc avec des sites qui vont 1, 2, 3, etc. jusqu'à L. Si vous êtes à plus d'une dimension, vous ordonnez vos sites d'une manière ou d'une autre. Et vous pouvez, par exemple, décider de commencer par la gauche, 1 up, 1 down, 2 up, 2 down, etc., jusqu'à L up, L down. Mais vous pouvez aussi bien décider, si ça vous chante, vous pouvez décider ce que vous voulez. En fait, vous pouvez très bien décider de mettre tous les up d'abord, et puis ensuite tous les down.
Donc ça, c'est vous qui le décidez. Et dans l'espace des fonctions antisymétrisées, je n'ai besoin que d'une base puisque dans un formalisme de seconde quantification, comme tous mes fermions sont indistinguables, eh bien, je n'ai besoin en réalité que d'un représentant, un état de base représentant ces fermions normalement ordonnés. Et ça, on va le dénoter par la donnée des nombres d'occupation, donc NP. Chacun des NP valant 0 ou 1. Et donc, c'est ces états normalement ordonnés que je vais appeler N. Donc, l'état N, donc de nouveau, comme j'ai fait dans les cours précédents, N, c'est un N-uplet, enfin, en l'occurrence, un P-uplet d'entiers, 0 ou 1. Donc, c'est une bit string, si vous voulez. Et je définis cet état comme le produit sur tous les modes de C croix P, donc il me crée un fermion sur l'état vide, ce produit étant normalement ordonné. Donc ça veut simplement dire que je mets les C croix dans l'ordre que j'ai décidé ici. D'accord ? Donc sur le modèle de Hubbard, par exemple, ça serait le produit sur I sigma, de C croix I sigma, 0. Voilà. Évidemment, si je regarde l'espace de Fock à n particules, enfin plus exactement l'espace des fonctions antisymétrisées avec la contrainte qu'il y a n particules, ces NP sont contraints par la contrainte que somme sur P de NP égale n. Exactement n fermions. Bon, je crois que j'ai à peu près tout défini. Peut-être une chose qui manque ici, c'est que la configuration qui n'a pas l'ordre normal, donc la donnée simplement de P1, Pn, dans la suite, je vais l'appeler X. Donc c'est la donnée de P1, Pn. Et N, ça sera son représentant normalement ordonné. Donc ce qui veut dire qu'entre l'état X et l'état N de X, si vous voulez, il y a la signature epsilon sigma de X. Donc autrement dit, je me donne une séquence P1, Pn. Je dois permuter mes fermions pour les mettre selon l'ordre normal. Ça définit une certaine permutation qui a une certaine signature. Et tous ces états qui diffèrent juste par une permutation, donc tous ces factoriels n états qui diffèrent par une permutation de mes fermions, ont le même représentant dans la notation seconde quantifiée. D'accord ? Donc combien il y a d'espace, combien il y a d'états normalement ordonnés? Eh bien, il y en a, alors dans la notation française, je vais essayer de ne pas me tromper, je choisis n fermions parmi m modes, et dans la notation anglo-saxonne, j'ai m modes et j'en choisis n. Voilà. Alors les Français mettent le m en bas et les anglo-saxons mettent le m en haut. Bon, bref. Évidemment, tout ça marche avec la dimension de l'espace de Hilbert qui est écrite ici, puisque la somme des nm, je vais essayer de ne pas me tromper, donc de n égale 0 au nombre de modes maximal, c'est bien 2 puissance m. Bon voilà, donc je pense que ça établit à peu près les notations que je vais utiliser sur la seconde quantification. Peut-être la dernière chose qu'il faut que j'écrive, en effaçant à gauche là-bas, c'est que je peux, comme je l'ai fait dans les cours précédents, développer, donc je vais effacer ici, développer la fonction d'onde sur les configurations normalement ordonnées, ou je peux choisir de la développer
sur les configurations non normalement ordonnées. Donc une fonction d'onde psi de n particules. Donc là, j'utilise des notations qui sont essentiellement les mêmes que celles que j'ai utilisées dans le cas des modèles de spin. Je peux la développer sur les configurations normalement ordonnées n, et j'appellerai cette amplitude psi de n. Si vous préférez travailler avec les configurations non normalement ordonnées, donc où je dis le fermion 1 est à tel endroit et le fermion n est à tel endroit, eh bien ici, j'écrirai ça comme 1 sur factoriel n, somme sur les configurations. Donc en fait, c'est ces configurations qu'on va manipuler quand on applique les méthodes Monte-Carlo, de psi de x. Voilà. Alors comme vous voyez que x et n sont reliés par le signe de la permutation, psi de x, c'est la permutation qui me permet de ramener ma configuration x à la forme normalement ordonnée, fois psi de son représentant normalement ordonné. D'accord? Donc quand on va plus tard dans le cours, comme on l'a vu dans les cours précédents, appliquer une méthode d'échantillonnage Monte-Carlo de ma fonction d'onde, même si on travaillait uniquement avec des amplitudes normalement ordonnées, quand j'applique l'hamiltonien, je ne vais plus me retrouver dans une configuration normalement ordonnée. C'est pour ça que, de facto, quand vous faites une simulation Monte-Carlo, vous êtes obligé de travailler avec toutes les configurations X. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est, quand vous obtenez la nouvelle configuration, garder la trace du signe de la permutation qui me ramène à la configuration normalement ordonnée. Donc, vous pouvez faire ça en étant sophistiqué, en introduisant, on verra ça la fois prochaine, des spins qu'on appelle des spins de Jordan-Wigner qui gardent la trace de ce signe. Mais en fait, vous pouvez tout simplement aussi, c'est du bookkeeping si vous voulez, calculer la trace de cette permutation explicitement. Voilà. Bon, alors dans ces notations, donc je n'ai pas parlé des opérateurs C et C croix, mais je pense que tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit. Je vais peut-être effacer ici. Donc mes opérateurs C et C croix augmentent, C croix P ou CP augmentent le mode NP d'une unité ou le diminue d'une unité, d'accord ? Et pour préserver l'anticommutation des fermions, C croix P, C croix Q anticommute, CP, CQ anticommute, et C croix P, CQ, C delta PQ, C croix P, CP, c'est le nombre de fermions dans l'état P. Donc c'est l'opérateur nombre d'occupations, dont les valeurs propres sont 0 ou 1. Et C croix P, CQ, c'est l'opérateur densité. Donc par exemple, si je suis toujours dans mon modèle de Hubbard, si je regarde C croix I, disons pour le même spin, C croix J sigma, qui serait PCI sigma, je vous rappelle. Et donc ceci définit un certain opérateur qui n'est pas diagonal dans l'espace des sites. Si j'ai un système invariant par translation,
je pourrais considérer sa transformée de Fourier. Donc il peut être diagonalisé pour un système invariant par translation dans l'espace des impulsions. Et la valeur moyenne de cet opérateur, disons dans une certaine fonction d'onde, disons dans la fonction d'onde du fondamental, c'est ce qu'on appelle quelquefois la distribution en impulsion, n de k. On en parlera dans la suite, c'est pour ça que je l'introduis ici, qui vous dit en gros, dans votre fonction d'onde, comment les états à une particule k sont occupés. Donc, dans une mer de Fermi, par exemple, n de k, bon, je vais dessiner à une dimension, c'est quelque chose où tous les états en dessous du niveau de Fermi sont occupés et tous les états au-dessus du niveau de Fermi ne sont pas occupés. Mais évidemment, comme ma fonction psi devient une fonction d'onde corrélée, ce n de k change. On va voir tout à l'heure des exemples. Bon, voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? OK, donc dans ce vocabulaire de seconde quantification, l'hamiltonien, par exemple, du modèle de Hubbard, je vais toujours faire référence à ça pour être un peu concret. Et vous voyez que c'est très général. Donc tout à l'heure, on en a dessiné une caricature au tableau, mais donc l'hamiltonien du modèle du Hubbard, ça serait moins somme sur, disons, tous les liens et tous les spins, d'une certaine amplitude de saut T, IJ, C croix I sigma, CJ sigma. Comme ici, j'ai fait une somme simplement sur les liens, il faut que j'ajoute ici le complexe conjugué, et puis une interaction purement locale. Et ça, c'est l'opérateur densité de fermions que j'ai défini tout à l'heure, qui me dit que je défavorise les configurations. Je vous rappelle, celui-là, c'est C croix I up, CI up. Je défavorise les configurations qui ont deux fermions sur le même site. Si U est positif. Si U est négatif, c'est l'inverse. Je les favorise et j'ai de la supra-S. Voilà. Alors, pour que tout ça soit encore plus concret, cette fois, je vais repasser sur les slides et je vais vous montrer comment ça marche pour deux sites, pour un modèle de Hubbard à deux sites. Donc, pourquoi je prends l'exemple du modèle de Hubbard à deux sites? D'abord parce que ça permet d'introduire les notions de symétrie et c'est le premier exemple d'une fonction d'onde un peu non triviale. C'est aussi le premier exemple par lequel on peut comprendre la liaison chimique, donc c'est quand même assez important. Ça va me servir dans la suite comme illustration. C'est un peu une redite par rapport, pour ceux qui ont suivi le cours de 2021. Il n'y avait que 10 personnes dans la salle à cause du Covid, mais il y avait d'autres gens online. Donc j'ai repris les mêmes transparents que ceux que j'ai utilisés à cette époque-là. Donc je ne me suis pas fatigué, j'ai juste en gros recopié les notes que j'avais faites à l'époque. Mais c'est juste pour illustrer la chose. Donc je voudrais juste illustrer ça sur le modèle de Hubbard à deux sites, en insistant sur les notions de symétrie. Donc cet hamiltonien, deux sites, avec un hopping entre les deux sites et une interaction locale, il a un espace de Hilbert qui a une dimension 16, 2 puissance 4 ou 4 puissance 2. Donc vous pourriez brutalement chercher à diagonaliser cette matrice, qui est une matrice 16-16. Vous pouvez faire ça, c'est un peu pénible. Mais évidemment, le problème peut être considérablement simplifié, de sorte que vous pouvez faire cette diagonalisation exacte à la main complètement, en utilisant les symétries du problème. Et donc, comme vous allez voir ici, vous n'avez jamais à diagonaliser plus qu'une matrice 2-2. Donc comment ça marche? Donc cet hamiltonien a une invariance SU2 complète par le spin, ça veut dire qu'il commute avec le Casimir du groupe SU2, donc S carré. S carré, c'est S1 carré plus S2 carré opérateur.
il conserve manifestement également le nombre total de particules, mais comme il conserve aussi Sz, commute avec S carré et Sz, eh bien, ça veut dire qu'il conserve séparément le nombre de particules up et le nombre de particules down, si j'utilise Sz comme un nombre quantique. Donc, H commute avec N up, H commute avec N down, H commute avec S carré, et il y a une dernière symétrie, qui est la parité. Si j'échange 1 et 2, alors là, je vous demande de faire attention, parce que le but de cet exercice, c'est précisément de bien distinguer les notations fonction d'onde première quantifiée où je dis le fermion 1 est sur le site 1, le fermion B est sur le site 2, et les notations seconde quantifiées où par construction, les fermions sont indiscernables et je n'ai pas à me préoccuper de quelle est l'étiquette du fermion sur le site 1 et le fermion sur le site 2. Donc dans ces notations ici, 1 et 2 c'est les sites, et dans le slide suivant, je vais faire attention d'étiqueter les fermions par A et B. Quelquefois, on utilise les mêmes notations, 1 et 2 pour les sites et 1 et 2 pour les fermions, et ça devient très, très confusing. Donc ici, P1,2, c'est l'échange de 1 et de 2, les sites 1 et 2. Puisque PAB, qui serait l'échange de A et de B, ce n'est pas une considération très intéressante, dans la mesure où toutes les fonctions d'onde du problème doivent obéir PAB psi égale moins PB, bref, vous m'avez compris, PAB psi égale moins psi. Mais par contre, P1,2, c'est intéressant, c'est l'opérateur de parité. Il y a des états qui sont pairs et des états qui sont impairs. Bon, alors, donc, muni de ça, mes 16 sites, mes 16 états de l'espace de Hilbert, je peux en fait les catégoriser autrement dit, la matrice H est diagonale par bloc, d'accord ? Et donc, je peux regarder déjà les différents blocs en fonction du nombre de particules. Donc, bon, il y a l'état trivial n égale 0, il y a l'état n égale 1. Dans l'état n égale 1, il y a 4 états. Donc, c'est le coefficient du binôme, il y a 4 états. Je peux les classer. Donc, je dois mettre un fermion sur ces deux malheureux sites. Je peux les classer par Sz, donc choisir Sz, up ou down, j'appelle ça sigma. Et je peux construire des états qui sont symétriques ou antisymétriques par action de l'opérateur de parité, et voilà, j'ai mes états propres. Donc mes états propres, c'est 1 sur racine de 2, 0 sigma, plus ou moins sigma 0, qui ont Sz égale sigma et P1,2 égale plus ou moins, et c'est ça mes états. Et c'est facile de voir que ces états, ils ont une énergie moins T, moins le hopping, et plus le hopping. Donc qu'est-ce que c'est que ces états ? Eh bien, c'est l'état... c'est les fonctions d'onde liantes et antiliantes en termes d'orbital. Évidemment, ce problème de Hubbard à deux sites, c'est une caricature de la molécule d'hydrogène si je regarde le secteur où il y a 2 électrons. Donc j'ai une fonction d'onde bonding liante et une fonction d'onde antiliante et donc vous voyez ici que la fonction d'onde liante, elle a une fonction d'onde comme ça, et puis la fonction d'onde antiliante, elle a une fonction d'onde comme ça avec un nœud. D'accord ? Alors là, je viens de dessiner quelque chose qui est dans l'espace continu, d'accord ? Alors que je vous parlais d'un modèle sur réseau, donc peut-être vous êtes déjà un peu étonné. En fait, j'ai oublié de vous dire une chose importante. Donc je reviens au tableau, qui est que quand on parle de modèle de Hubbard, on a implicitement choisi un ensemble de fonctions de base qui me permettent de définir mon réseau. Donc en pratique, disons j'ai une certaine bande d'énergie, j'en considère une seule,
si j'ai un vrai solide, je construis des, je construis des fonctions de Wannier qui décrivent cette bande d'énergie. Donc par exemple, je vais écrire ces fonctions de Wannier comme W de R moins la position de mes atomes RI. Ces atomes sont sur mon réseau, par exemple mon réseau carré ou mon réseau cubique. Et donc quand j'écris C croix I, ou C croix I sigma, ça veut dire que je crée un fermion dans cet état de Wannier centré sur le site I. Donc j'ai supposé que ces fonctions de Wannier sont orthogonales, donc que l'état correspondant, si vous voulez, WI est a été orthogonalisé d'un site sur l'autre. Et ça veut dire qu'en réalité, je peux considérer que mon fermion, donc maintenant ça serait l'opérateur champ, si vous voulez, psi croix de R, se développe, psi croix sigma de R, se développe sur tous les sites, comme, on va dire par exemple W star de R moins RI, C croix I sigma. Donc quand j'ai défini mon modèle de Hubbard, j'ai implicitement choisi une certaine base de Wannier qui définissent mes sites du réseau. Et si je reviens à ça, je peux parler de l'amplitude de probabilité en n'importe quel point de l'espace si je connais mes bases. Alors la plupart des gens qui travaillent sur le modèle de Hubbard ne se préoccupent jamais de quelle est la base de Wannier, mais les gens qui font des vrais calculs sur des vrais matériaux se préoccupent beaucoup de savoir quelle est la base de Wannier. Voilà, donc c'est ça qui explique ce dessin-là. Ça, c'est la combinaison symétrique de mes deux fonctions de Wannier centrées sur les noyaux 1 et 2. Et ça, c'est la combinaison antisymétrique de mes deux fonctions de Wannier centrées sur 1 et 2. Bon, alors je reviens à mon modèle de Hubbard à deux sites. Et maintenant, on va regarder le secteur plus intéressant qui a deux particules. Donc c'est celui-là qui mérite notre attention. Donc le secteur qui a deux particules, il contient donc 6 états, parce que je dois placer deux particules sur deux sites, donc avec quatre possibilités selon le spin, donc, et les sites. Donc j'ai 6 états. 6 états qui sont tous antisymétriques. Donc vous voyez que ici, ce que j'ai fait dans cette table, c'est que j'ai réorganisé la base des états à deux particules en tenant compte de toutes les symétries. Donc ce n'est pas encore les états propres, ça, c'est juste une réorganisation des états de base. Et ici, ce que j'ai mis dans cette table, c'est les nombres quantiques correspondant à ces différentes symétries. Et puis, dans cette colonne, la notation des fonctions d'onde première quantifiée, où je dis quel fermion est sur quel site. Et ici, la notation des fonctions d'onde en termes secondes quantifiés, où j'utilise directement l'indiscernabilité des particules, et j'ai choisi un certain ordre normal. Et je crois que l'ordre normal que j'ai choisi ici, comme vous pouvez le voir, c'est 1 up, 1 down, 2 up, 2 down. Donc, si je ne me suis pas trompé, les opérateurs de création et d'annihilation qui sont dans la colonne de droite sont toujours ordonnés de cette manière-là. Voilà. Alors, regardons un petit peu ces états. Donc, ce secteur à 6 états se divise en deux secteurs de spin. Un secteur triplet, spin total 1, puisque j'ai deux spins 1,5, et un secteur singulet, qui est le secteur de spin total 0. Il y a 3 états dans chaque. Le secteur triplet a évidemment 3 états, et comme son nom l'indique, et le secteur singulet doit en avoir 3 aussi. Donc dans le secteur triplet, il y a les 3 triplets auxquels vous pouvez vous attendre, qui sont les valeurs propres de Sz-1, 0, 1, qui consistent, vous voyez, à placer les deux spins des fermions A et B up-up, ou bien down-down, ou up-down plus down-up, qui sont les 3 états de spin triplet, qui sont donc symétriques de spin. Et donc à ce moment-là, il faut avoir des fonctions d'onde qui sont spatialement antisymétriques pour que la fonction d'onde totale soit antisymétrique.
Et vous voyez, donc ça revient à placer le fermion A sur le site 1, le fermion B sur le site 2, ou bien le fermion B sur le site 1, le fermion A sur le site 2, avec un signe moins. Donc ici, qui 1, c'est la fonction de Wannier centrée sur le site 1, qui 2, c'est la fonction de Wannier centrée sur le site 2, et A et B, c'est les numéros des fermions dans cette notation première quantifiée. Donc c'est un peu lourd, tout ça, et vous voyez qu'en notation seconde quantifiée, cet état est beaucoup plus simple, c'est C croix 1 up, C croix 2 up, 0. Okay. Donc on peut faire ce même exercice, par exemple pour cet état-là, et c'est toujours la même fonction spatiale antisymétrique, mais simplement un autre état de spin. Donc ces états-là sont très simples, toujours la même fonction spatiale, les 3 états de spin possibles. Alors maintenant, le secteur singulet est plus intéressant, et il nous intéresse plus parce que c'est là que va se trouver l'état fondamental de ce problème, au moins quand U est répulsif, même quand U est négatif en fait. Et donc vous voyez qu'il y a des états, il y a 2 types d'états en fait. Il y a des états sans double occupation, donc ici j'ai mis le fermion A sur le site 1 et le fermion B sur le site 2. Et j'ai placé ces fermions dans un état singulet de spin, donc l'état antisymétrique de spin, ce qui veut dire que du point de vue spatial, cet état-là doit être symétrique dans l'échange des 2 fermions. Donc ici j'ai une fonction d'onde symétrique dans l'échange des 2 fermions du point de vue spatial, A sur le site 1, B sur le site 2 ou l'inverse, et l'état antisymétrique de spin pour fabriquer un singulet. Et du point de vue seconde quantifiée, cet état s'écrit comme ça, C croix 1 up, C croix 2 down, moins C croix 1 up, C croix 2, C croix 1 down, C croix 2 up. Si j'avais choisi un autre normal ordering, si j'avais choisi par exemple de mettre tous les up à gauche et tous les down à droite, il aurait fallu écrire, c'est le même état bien sûr, mais j'aurais dû écrire ici C croix 1 up, C croix 2 down, plus C croix 2 up, C croix 1 down. Donc c'est la même chose, puisque ces croix anticommutent, mais le choix que j'ai fait là correspond à un certain ordre normal. Bon, et puis ensuite, il y a des états qui ont une double occupation. Donc vous voyez qu'ici, il y en a 2. Il y a des états où je mets le fermion A sur le site 1 et le fermion B sur le site 1, ou l'inverse. Donc cet état, il s'écrit comme ça, C croix 1 up, C croix 1 up, C croix 1 down, plus celui qui est relié par parité. Donc là, il y a une double occupation sur les sites 1 et une double occupation sur les sites 2, chacun avec une probabilité 1 sur racine de 2. Et puis, donc cet état, il a une parité par échange de 1 et 2 qui est plus 1. Et puis, il y a cet état ici, qui est là, essentiellement similaire, où il y a aussi une double occupation, mais cette fois avec une parité moins 1. Alors maintenant, on sait que l'hamiltonien commute avec toutes ces symétries. Donc ces états sont forcément des états propres de l'hamiltonien déjà. Donc j'ai déjà diagonalisé mon hamiltonien dans le secteur n égale 2 spin total 1, puisqu'ils diffèrent par Sz. Donc ils ne peuvent pas être connectés par l'hamiltonien. Donc dans le secteur triplet, l'hamiltonien est diagonalisé pour vous dans cette base. Dans le secteur singulet, vous pouvez tout de suite deviner qu'il y a cet état-là qui est tout seul, qui est déjà un état propre de l'hamiltonien, puisqu'il a une parité, il est le seul à avoir P12 égale moins 1. Et donc finalement, au final, la seule chose que vous avez à faire, c'est à diagonaliser l'hamiltonien dans ce sous-espace où il y a 2 états, qui eux sont connectés par l'opérateur de saut. Voilà, donc c'est ces 2 états qui ont la même parité, donc ils peuvent être connectés par l'hamiltonien, le même Sz, le même S total. Donc vous pouvez écrire la matrice dans ce sous-espace de ces 2 états, elle est juste donnée par cette expression, et diagonaliser cette matrice de 2, et vous trouvez à ce moment-là 2 états qui ont ces énergies, et donc vous voyez qu'il y a un état avec le signe plus qui a une énergie élevée, d'ordre U, et puis il y a un état avec le signe moins, qui a une énergie beaucoup plus basse, quand U est grand, disons. Et la fonction d'onde, les 2 fonctions d'onde de ces 2 états,
c'est des fonctions d'onde qui sont la superposition de ce terme ici, dans lequel il y a des doubles occupations, et de ce terme-là, dans lequel il n'y a pas de double occupation. Donc cet état ici, c'est un état tout à fait intéressant, où il y a une intrication entre les degrés de liberté spatiaux et les degrés de liberté de spin. Et cet état-là, c'est un état où je crée une double occupation et qui donc va coûter pas mal d'énergie. Alors vous pouvez regarder l'évolution de ces deux états ici. Ça, c'est l'ensemble des états, des 16 états, mais c'est plus intéressant de se focaliser ici sur les états du secteur n égale 2. Donc ça, c'est tous les états, quel que soit n. N égale 0 étant celui-là, étant évidemment énergie nulle. Ça, c'est le spectre dans le sous-secteur qui a 2 particules. Et donc, vous voyez ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a des états doublement occupés, de spin total 0, qui est celui-là, qui devient un état d'énergie d'ordre U à grand U, ça c'est en fonction de U. Et puis, dans le sous-secteur que je viens de discuter, il y a l'état fondamental, qui est cet état vert, qui est toujours un singulet. Et puis, il y a les 3 états triplets dont on a parlé tout à l'heure, qui sont à énergie nulle, par définition de mon hamiltonien, ici. Et vous voyez que dans la limite de grand U, le sous-secteur singulet, dans lequel l'état fondamental singulet, est séparé de l'état triplet par une énergie qui devient petite. Et qu'est-ce que c'est cette énergie? Vous pouvez la trouver en développant cette expression à U grand. Et si vous développez cette expression à U grand, vous voyez que la différence d'énergie entre l'énergie du fondamental singulet et du premier état excité triplet, c'est tout simplement 4T carré sur U, qui est le fameux super-échange antiferromagnétique. Donc, quelle est la physique de ce super-échange antiferromagnétique? C'est le fait que s'il n'y avait pas de hopping, vous pouvez placer indifféremment vos spins parallèles ou antiparallèles, disons dans l'état triplet ou l'état singulet, pour le dessiner simplement sur les 2 sites. Mais maintenant, quand je branche un hopping, si je calcule l'abaissement d'énergie de ces 2 états par théorie de perturbation au 2e ordre en T, cet état-là n'est pas du tout abaissé, il conserve une énergie identique, puisque je ne peux pas faire sauter cet électron sur ce site comme état intermédiaire de la théorie de perturbation à cause du principe de Pauli. En revanche, ici, c'est possible, mais ça coûte une énergie U. Donc l'abaissement d'énergie ici, on sait tout de suite que c'est quelque chose qui va être de l'ordre de T carré sur U. Et quand vous faites le calcul, vous trouvez 4. Donc c'est le super-échange antiferromagnétique qui nous dit qu'il est plus favorable de placer un électron de spin-up et un électron de spin-down, en gros sur des sites différents. Mais évidemment, dans cette limite, pour que la théorie de perturbation, ce que fait la théorie de perturbation au 2e ordre, c'est qu'elle admixe dans la fonction d'onde une petite composante doublement occupée. Donc dans cette limite, vous voyez que la fonction d'onde, c'est un coefficient qui est gros, ici 1 moins quelque chose de l'ordre de U sur T au carré, de T sur U au carré, qui est l'état sans double occupation singulet, et puis une petite composante qui est l'état où il y a des doubles occupations, puisque la théorie de perturbation permet, pour permettre cet abaissement d'énergie, doit admixer dans la fonction d'onde une petite composante ayant cette amplitude d'ordre T sur U. Voilà. Alors ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que si je regarde l'hamiltonien dans la limite de U grand, tous les états qui ont une double occupation sont à une énergie U beaucoup plus grande que le sous-espace des états de basse énergie. Et donc, en réalité, dans ce secteur n égale 2, les seuls états pertinents sont des états sans double occupation qui sont complètement décrits par un hamiltonien de spin effectif, qui est évidemment, dans ce cas-là, tout simplement ce modèle d'Heisenberg,
avec un super-échange J. Donc ce modèle effectif décrit ce problème dans la limite de U grand. Donc ça, c'est la limite de U grand, où j'ai fabriqué une fonction d'onde finalement assez complexe, puisqu'elle a la structure qui est ici. Alors si maintenant je regarde la limite de U petit, au contraire, disons U égale 0, la chose est beaucoup plus simple, puisque la seule chose que je vais vouloir faire, c'est de mettre 2 électrons dans cet état liant. Donc c'est un état qui est comme on va le voir dans un instant, est un déterminant de Slater, où j'ai mis 2 électrons dans l'orbitale liante. Donc vous voyez comment on passe, quand U augmente, d'une limite qui est la limite qu'on appelle en général de Hartree-Fock-Slater, qui est une limite où je mets 2 électrons dans l'orbitale liante, à une limite qu'on appelle la limite de Heitler-London, qui est la limite où je fabrique cet état plus complexe, où essentiellement les doubles occupations sont très peu fréquentes. Et ceci se fait par partage des électrons entre les deux sites, ce qui est essentiellement le mécanisme de la liaison chimique. Alors évidemment, la vérité pour la molécule d'hydrogène est quelque part entre les deux, entre la limite Hartree-Fock, disons, et la limite de Heitler-London très corrélée. Alors en fait, il y a une petite subtilité ici, qui est, je ne sais pas si j'aurai le temps de l'expliquer après, c'est que vous voyez, quand vous regardez cet état ici, vous avez fortement l'impression que c'est un état intriqué qui n'a pas de représentation en termes de déterminant de Slater. Et en réalité, si vous autorisez des déterminants de Slater dans lesquels les fonctions d'onde peuvent mélanger les projections du spin, eh bien, il est possible quand même, dans ce cas particulier à 2 sites, de réécrire cette fonction d'onde comme un déterminant de Slater. On va peut-être le voir dans la suite. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour le modèle de Hubbard à 2 sites. Le but de tout cet exercice était d'abord de bien vous faire sentir la différence entre les notations première quantifiée et seconde quantifiée, et puis d'introduire un tout petit peu de physique du modèle de Hubbard pour ceux ou celles qui ne sont pas très familiers avec ça. Alors, ce que je vais faire maintenant dans la suite, c'est vous parler d'un certain nombre de fonctions d'onde classiques qui sont discutées fréquemment comme fonctions d'onde variationnelles. Et on va commencer par les déterminants de Slater, qui sont les plus simples d'entre elles, puisque, en gros, elles sont aux fermions ce que sont les états produits pour les bosons. C'est des états produits antisymétrisés. Donc, c'est en gros un état de particules entre guillemets indépendantes, mais elles ne sont pas tout à fait indépendantes, puisqu'elles sont contraintes par le principe de Pauli, par l'antisymétrie des fonctions d'onde. Donc, je vais repasser au tableau pour introduire mes notations sur les déterminants de Slater. Je fais tout ça parce que la fois prochaine, on va beaucoup se servir des déterminants de Slater. Puisqu'on va en fait construire des fonctions d'onde la fois prochaine, qui sont des fonctions d'onde qui sont formulées comme des déterminants de Slater, là j'anticipe un peu sur ce qu'on fera la fois prochaine, qui sont formulées comme des déterminants de Slater dans un espace étendu, et qui vont être reprojetés sur l'espace physique pour donner des fonctions d'onde corrélées. Donc ça va être ça l'idée de la fois prochaine. Mais avant de faire ça, bien sûr, il faut que je vous parle des déterminants de Slater, tout simplement. Donc quelle est l'idée d'un déterminant de Slater ? Alors, je vais déjà peut-être utiliser une notation première quantifiée pour faire plus simple. Donc, dans une notation première quantifiée, ce que je vais faire, c'est que je vais introduire des nouvelles orbitales qui sont des combinaisons linéaires de mes différents modes. Donc, ça veut dire qu'en termes, donc ça, c'est des fonctions d'onde à une particule. Donc, ma fonction d'onde alpha, ça va être une somme
sur les différents modes P, donc P va de 1 à M, de P alpha P. Donc pour être un peu moins abstrait, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si je reprends mon exemple de Hubbard, ou de manière générale de fermions sur réseau avec un spin, je peux regarder la décomposition de ma fonction d'onde alpha sur le site I et la projection du spin sigma, et ça va être une certaine fonction d'onde, phi I sigma, ou phi alpha, pardon, de I et sigma. Alors vous voyez qu'en particulier, quand j'écris ça ici, je n'ai pas dit que alpha était un état propre de SZ, et donc cette sommation ici, elle est bien sur tous les modes, elle peut mélanger dans alpha des états de spin-up et de spin-down. Donc elle est non restreinte de ce point de vue-là. Donc ça me dit en gros comment, enfin même exactement comment ma fonction d'onde alpha, ma nouvelle fonction d'onde à une particule, se répartit sur les différents sites du réseau. Donc j'ai mes fonctions de Wannier qui sont localisées sur les sites du réseau. Maintenant ma fonction d'onde à une particule alpha, elle va avoir une certaine amplitude sur tous les différents sites du réseau. C'est ça que me dit cette amplitude. Et donc je peux, dans cette base, si je veux, donc en gros le déterminant de Slater, en notation première quantifiée, si vous voulez, ça consiste à placer le fermion 1 dans ma fonction d'onde alpha 1, et le fermion n dans la fonction d'onde alpha n, donc j'ai n fermions. Mais évidemment, il faut que je fasse ça de manière antisymétrique, donc ça veut dire que je peux en fait placer n'importe quel fermion dans alpha 1, donc je dois sommer sur toutes les permutations de ces n indices. Je somme sur toutes les permutations et je multiplie bien sûr par la signature de la permutation sigma. Donc c'est en gros la généralisation la plus immédiate d'une fonction produit à une fonction antisymétrique. Donc vous voyez, je peux écrire cette amplitude, cette fonction d'onde, comme le déterminant de phi alpha i de j. Voilà. Donc c'est ça mon déterminant de Slater. Alors, en pratique, il est très commode de définir une grande matrice, et c'est là où ça devient... Alors ça, c'est ce que les gens qui font du Monte Carlo rationnel aiment bien faire. Ça peut être très confusing, mais je vais essayer de le clarifier. Donc, en pratique, il est commode de définir une table dans laquelle je vais concentrer, donc je vais l'appeler phi, grand phi, P alpha. P, c'est un indice de mode, et alpha, c'est un indice de mes nouvelles fonctions d'onde à une particule. Donc P ici va de 1 à m, et alpha ici va de 1 à n. Je suis dans le secteur à n fermions. Donc vous voyez que c'est une matrice qui a m lignes et, P, et n colonnes. Ce n'est pas une matrice carrée. Et cette matrice va être tout simplement la matrice des amplitudes P alpha, c'est-à-dire, pour être explicite, c'est une grande matrice comme ça, où je mets ici l'amplitude de ma fonction d'onde 1 sur le mode 1,
l'amplitude de ma fonction d'onde 1 sur le mode n, et ici je mets, etc. Et ici je mets l'amplitude de ma fonction d'onde n sur le mode 1 et l'amplitude de ma fonction d'onde n sur le mode m. Et les méthodes de variationnelles numériques qui utilisent les déterminants de Slater commencent toujours au départ par construire cette grande matrice, qui est une sorte de lookup table dans laquelle vous allez chercher les éléments qui vous intéressent. Donc voilà ma matrice phi. Alors on pourrait par exemple avoir envie de définir les nouveaux opérateurs, je vais les appeler D, qui créent une particule dans l'état alpha, qui sont mes nouvelles fonctions d'onde, et écrire ça comme somme, et on sait ce qu'on va faire effectivement, et écrire ça comme somme sur P de phi P alpha C croix P. Mais méfiez-vous que ça ressemble fortement à une transformation de base, cette équation, mais ce n'est pas une transformation de base, puisqu'ici, l'indice alpha prend n valeurs, ici l'indice P prend m valeurs, qui sont mes modes. Donc phi en particulier n'est pas une matrice unitaire, elle n'est même pas carrée. Mais elle obéit quand même à une condition. Si je choisis mes fonctions d'onde, mes nouvelles fonctions d'onde, je ne suis pas obligé de faire ça, mais si je choisis de travailler avec des fonctions d'onde, des déterminants de Slater qui restent orthonormés, ce n'est pas obligatoire. Donc si je fais ça, donc ce n'est pas obligatoire, et en fait, ce n'est même pas forcément souhaitable du point de vue variationnel. Je peux vouloir optimiser sur des fonctions d'onde non orthogonales. Et si je fais ce choix, eh bien vous voyez facilement qu'il faut que cette matrice satisfasse somme sur P de phi P alpha module carré égale 1, et également somme sur P de phi P alpha phi P bêta a priori, les phi sont complexes. Hein. Phi p bêta, phi star p alpha égale delta alpha bêta. Ce qui veut dire que la matrice phi, elle satisfait phi croix phi égale l'identité si ma base des orbitales de Slater est orthonormale. Mais ce n'est pas une matrice unitaire. Donc, phi croix, en revanche, n'est pas 1. Je vais mettre un petit signe ici. Et effectivement, ça, c'est une matrice M par N. Et ça, c'est donc une matrice N par M. Vous multipliez ligne par colonne. Bon. Alors, on a défini les déterminants de Slater, à la fois de cette manière que vous connaissez probablement tous, et à la fois de cette manière qui est plus la manière, je dirais, computationnelle. On va fabriquer une grande table, et puis chercher des éléments dans cette table quand on en a besoin. Alors, quand on en a besoin, ça veut dire quoi? On va vouloir calculer des éléments de matrice de mon Hamiltonien dans cette fonction d'onde ici. Et donc, comment on fait ça? Ben, en pratique, ce dont on va avoir essentiellement besoin, c'est des éléments de matrice de l'opérateur densité. Et ça, c'est un calcul simple. Supposons que je veuille calculer dans mon déterminant de Slater. Donc psi, c'est la fonction d'onde qui est en notation première quantifiée là-bas, que je veux calculer
l'opérateur densité C croix P, CQ dans la base des modes. Et je vais tout le temps avoir besoin de faire ça. Par exemple, quand je vais calculer l'énergie cinétique dans le modèle de Hubbard, je vais être obligé de calculer psi C croix I CJ psi. Comment on fait ça? Alors on va faire ça d'une manière un peu perverse. Je vais commencer par calculer ça, où les D sont les modes tournés, sont les opérateurs de création dans la base des orbitales, qui vont être les orbitales Hartree-Fock finalement. Alors ça, à cause du fait que le déterminant de Slater est un déterminant de Slater des modes alpha. Si je détruis un fermion dans l'état bêta, il faut déjà que cet état bêta soit un des états dans mon déterminant de Slater, évidemment, mais ensuite, quand je vais recréer un fermion, il faut impérativement le recréer dans l'état bêta aussi, parce que sinon, ça va faire 0 quand je prends le produit scalaire avec psi. Donc, dans cet opérateur densité-là, il vaut simplement delta alpha bêta. Alors maintenant, je vais regarder cette quantité en tournant mes orbitales. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver psi SD, somme sur PQ, j'utilise la formule qui est là-bas, de phi PQ, phi P alpha, phi star P Q bêta, l'indice de mode est toujours à gauche, hein. C croix P, c'est Q, psi déterminant de Slater. Et donc vous voyez que je peux réécrire ça, somme sur PQ de phi P alpha les éléments de matrice de l'opérateur densité tel que je l'ai défini tout à l'heure, c'est précisément ce que je veux calculer. Et cet élément ici, je peux le réécrire comme phi croix, c'est pas très heureux, phi croix, élément de matrice bêta Q. Et donc vous voyez que cette équation, elle me dit que, comme ceci vaut delta alpha bêta, cette équation, elle me dit que l'identité, la matrice identité n par n, c'est phi croix transposé de l'opérateur densité phi. Et quand vous regardez cette équation dans le blanc des yeux, en utilisant le fait que phi croix phi vaut 1, vous voyez qu'une solution de cette équation, c'est D transposé égale phi phi croix. En effet, ici, à ce moment-là, vous avez phi croix phi qui vous donne l'identité. Autrement dit, on a calculé par ce raisonnement l'opérateur densité exprimé dans les modes dans mon déterminant de Slater, et on a trouvé que dQp, alors phi phi croix, ce n'est pas l'identité, hein, parce que phi n'est pas une transformation unitaire de base, à la différence de phi croix phi, qui vaut l'identité. Donc on a trouvé que D, les éléments de matrice, si j'appelle ça dQp, donc qui est cette amplitude ici, ça c'est dPq, donc dQp c'est le transposé, on a trouvé que c'était la somme sur alpha, de manière très explicite, c'est la somme sur alpha de phi P alpha, phi star, Q, ouais, je dois avoir écrit des bêtises, bon, bref, c'est l'un ou c'est l'autre, vous vérifierez vous-même. Phi P alpha, phi star, ça doit être DQ, oui, c'est ça, dQp, c'est correct. Voilà. Donc ça, c'est l'opérateur densité. Alors, je vois que je suis beaucoup plus lent que ce que je voulais. Donc, muni de tout ça, on peut introduire la première des méthodes variationnelles, qui est Hartree-Fock. Et donc, la méthode variationnelle Hartree-Fock, elle consiste à chercher la meilleure solution variationnelle du problème. Donc, j'ai résumé ces notations ici.
la meilleure solution variationnelle du problème par une fonction d'onde, en utilisant comme fonction d'onde variationnelle un déterminant de Slater, où les paramètres variationnels, c'est toutes les entrées de cette table, c'est-à-dire c'est ces éléments de matrice P alpha, donc je laisse les orbitales alpha s'ajuster variationnellement comme je veux. Alors je vais rapidement écrire les équations Hartree-Fock pour le modèle de Hubbard, pour que vous ayez vu ça une fois, et ensuite je vais essayer de vous montrer un certain nombre de résultats. Je peux effacer ceci. Donc pour le modèle de Hubbard. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement calculer la valeur moyenne de H, donc calculer psi, déterminant de Slater H psi. Et donc H contient deux termes, un terme qui est mes termes de saut, donc moins somme sur IJ de TIJ C croix I sigma, CJ sigma, plus l'hermétique conjuguée, et puis un terme qui est le terme d'interaction. Donc la valeur moyenne du terme de saut, c'est très simple, puisque c'est précisément le calcul de l'opérateur densité qu'on vient de faire. Donc vous utilisez le fait que C croix I sigma, CJ sigma, qui est mon opérateur densité, ça c'est P, ça c'est Q, c'est la somme sur alpha de phi I sigma alpha, donc P alpha, phi star J sigma alpha. Et donc vous avez tout de suite calculé la valeur moyenne de H, la valeur moyenne de l'énergie cinétique, qui est donc moins somme sur IJ sigma de TIJ fois phi I sigma alpha phi star J sigma alpha plus l'hermétique conjuguée. Pour calculer la valeur moyenne de any up, any down, il faut maintenant calculer la valeur moyenne d'un opérateur C croix I up, C I up, C croix I down, C I down. Et je calcule ça dans une fonction d'onde qui est un déterminant de Slater. Donc en fait, pour faire ça, on utilise le fait qu'à l'antisymétrie près, cet état est un état produit. Donc le théorème de Wick s'applique pour calculer cet objet. Et donc vous voyez qu'il y a deux termes. Il y a le terme comme ça, et puis il y a le terme comme ça. Et ce terme vient avec un signe plus. En revanche, vous voyez que pour obtenir celui-ci, il faut faire anticommuter 3 fois, donc il y a un signe moins. Donc le résultat de ce calcul, c'est quoi? Eh bien, c'est que c'est ce terme, donc il y a le terme qui est ici, qui va vous donner phi I up alpha module au carré, et puis phi I down bêta module au carré, et il y a une somme sur I et une somme sur alpha bêta, avec un U devant. Et puis il y a un terme d'échange qui ne s'exprime pas en termes des modules carrés, qui vient de l'autre contraction, qui est moins phi star I up alpha phi I down alpha phi star I down bêta phi I up bêta. Donc ça, c'est le terme d'échange. Alors vous voyez que ce terme d'échange, il intervient uniquement parce que j'ai autorisé mes fonctions d'onde à une particule alpha
à mélanger les spins. Si je faisais la théorie Hartree-Fock du modèle de Hubbard de manière un petit peu plus conventionnelle, comme on le fait quelquefois, où on sépare les blocs n-up et n-down, ce terme n'apparaît pas. Et en fait, c'est ce terme-là, qui est ce mélange. Vous voyez qu'ici, alpha n'apporte pas un indice de spin, P porte un indice de spin, donc la matrice qui est ici, elle couple les deux spins, elle fait intervenir des amplitudes up et des amplitudes down. Et c'est ce terme qui permet de réécrire cette fonction en apparence corrélée de mon modèle de Hubbard à deux sites comme un déterminant de Slater, mais à condition que je laisse cette liberté aux orbitales. Bon, donc ensuite, pour terminer tout ça, il faut minimiser cette énergie variationnelle sur l'IFI. Je ne vous écris pas les équations variationnelles, elles sont très simples, mais elles sont non linéaires, puisque maintenant, quand je vais prendre une dérivée par rapport à phi, je vais avoir un système somme sur j de TIJ phi j égale quelque chose qui est d'ordre phi cube. Donc j'ai des équations non linéaires à résoudre. Donc vous pouvez appliquer à ces équations toutes les méthodes de descente de gradient qu'on a vues au premier cours, ou bien vous pouvez procéder par itération en espérant que ça converge. En réalité, le paysage des équations, des solutions Hartree-Fock du modèle de Hubbard est très vitreux. Donc il y a beaucoup de minima secondaires. Si vous laissez une liberté totale à ces orbitales, vous trouvez très facilement des minima locaux, et il n'est pas si facile de s'en sortir. Donc pour vraiment résoudre les équations Hartree-Fock du modèle de Hubbard non restreintes, de cette manière-là, il faut utiliser des méthodes de simulated annealing pour vraiment trouver les états de basse énergie. Ce n'est pas si facile. Bon, alors je vais vous montrer quelques résultats, parce que je suis très en retard. Je vais vous montrer quelques résultats pour... Ah oui, alors ça c'est une petite remarque purement idiosyncratique, qui est que si jamais vous vouliez étendre tout ça à des fonctions d'onde de paire, donc des fonctions d'onde de type BCS, mais projetées toujours dans le secteur de nombre de particules fixées, donc ce n'est pas tout à fait la fonction d'onde BCS, c'est la fonction d'onde BCS qui, comme vous savez, ne conserve pas le nombre de particules projetées sur n. Eh bien, en fait, il est possible de montrer, en fait, c'est mon premier article dans le physique du problème à une corps, il est possible de montrer que cette fonction d'onde est aussi un déterminant, est un déterminant de fonction d'onde de paire. Bon, je passe sur ça. Donc, je vais vous montrer rapidement, pour introduire un peu de physique dans le cours, les résultats d'un calcul Hartree-Fock sur le modèle de Hubbard. Alors, on peut faire des calculs qui imposent une certaine invariance par translation. Donc, on va chercher des solutions qui ont un vecteur d'onde donné, Q, et chercher le meilleur vecteur d'onde. Donc il y a eu beaucoup de travaux dans la fin des années 80, début des années 90 qui ont fait ça. Un article remarquable dont j'avais déjà parlé en 2021, c'est celui de Heinz Schulz. Donc ça, c'est les équations Hartree-Fock étendues à température finie. Et ce qu'on trouve dans ce cas-là, donc vous voyez ici, c'est le modèle de Hubbard avec une certaine valeur du couplage. En fonction de la densité d'électrons par site, ça, c'est le demi-remplissage, et ça, c'est donc du dopage en trou. Enfin, ça n'a pas d'importance ici parce qu'il n'y a pas de T'. Donc le dopage en trou et le dopage en électron sont équivalents. Et donc vous voyez ce qu'on trouve ici, c'est que en fonction de la température, il y a une frontière qui sépare des solutions désordonnées des solutions qui sont magnétiquement ordonnées. Et ces solutions magnétiquement ordonnées, elles passent d'une phase où le vecteur d'onde est pi, donc c'est un état antiferromagnétique de vecteur d'onde pi, un état de Néel, en gros, à un état ici où le vecteur d'onde devient pi moins delta fois pi, donc un état où une onde de densité de spin non nécessairement commensurable. Donc ça, c'est ce qu'on trouve quand on limite ces équations Hartree-Fock aux solutions qui brisent la symétrie de spin et qui brisent l'invariance par translation, mais avec un certain vecteur d'onde bien défini. On peut aussi laisser ces solutions se débrouiller sur le réseau et faire ce qu'elles veulent
sur les sites du réseau. À ce moment-là, il faut évidemment considérer un système de taille finie et résoudre ces équations Hartree-Fock que j'ai écrites ici. Et donc, il y a toute une quantité d'articles au début des années, fin des années 80, début des années 90, qui ont fait ça et qui ont montré que les solutions Hartree-Fock sont essentiellement des ordres de stripes. Donc, qu'est-ce que c'est, ou des ordres en ruban. Donc, qu'est-ce que c'est ces ordres de stripes? Donc, de nouveau, Heinz Schultz avait montré ça, mais aussi des articles pionniers de Zanen et Gunnarsson ou de Machida. Donc, qu'est-ce que c'est, en gros, ces solutions de stripes? C'est des solutions où j'ai une modulation de l'onde de densité de spin incommensurable, et puis j'ai mes trous qui aiment se mettre au nœud de cette onde de densité de spin. Donc ça, c'est la densité électronique. Ici, il y a juste une petite modulation de la densité électronique, mais elle peut être beaucoup plus profonde. Et vous voyez que les électrons n'aiment pas être, aiment bien être, ça c'est la densité des trous. Donc les trous aiment bien être à l'endroit où l'onde de densité de spin a son nœud. Donc ça, c'est typiquement ce qui se passe. Voilà la modulation de spin. Et puis, la modulation électronique, les électrons aiment bien être là où la densité de spin a son... Pardon, excusez-moi. Les trous aiment bien être là où l'onde de densité de spin a son nœud. Voilà. Donc, les trous sont concentrés au voisinage des nœuds de l'onde de densité de spin, et les électrons sont concentrés au voisinage, la densité électronique est maximale à l'endroit où l'onde de densité de spin est maximale. Donc vous voyez juste à partir de ce dessin, qui n'est pas un dessin, qui est le résultat d'un calcul utilisant des méthodes de Monte-Carlo auxiliary field constraint path. Donc vous voyez que ici, dans cette solution stripes qui a été obtenue, il y a un ordre de spin, il y a un ordre de charge, et la longueur d'onde de l'ordre de spin, la longueur d'onde de l'onde de charge, c'est la longueur d'onde de l'ordre de spin divisé par 2. Voilà, donc ça c'est un article qui résout ces équations Hartree-Fock sur le réseau en utilisant des méthodes de simulated annealing pour essayer de se sortir de tous ces minima locaux et qui trouve toutes sortes d'ordres de stripes. Très récemment, donc vous voyez que c'est encore, je reviendrai sur ça après, c'est encore un sujet qui n'a pas été complètement défriché. Très récemment, il y a un article, c'est le mois dernier, il y a un article qui reprend ces études Hartree-Fock du modèle de Hubbard de manière systématique et qui établit un diagramme de phase. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand on fait ces études Hartree-Fock sur un système de taille finie, on trouve toutes sortes de phases, donc une très grande richesse de solutions, dont ces ordres de stripes. Mais ces auteurs, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, expliquent que dans la limite thermodynamique, finalement, il ne subsiste que 3 types d'ordres, et c'est ce qui est dessiné ici. Il subsiste l'ordre de Néel commensurable, pi, qu'on a vu tout à l'heure, l'ordre spirale, qui est une spirale où les spins font comme ça, pi moins q, pi moins epsilon, et puis des ordres de stripes où il y a aussi une modulation de charge. Donc vous voyez que si vous regardez le diagramme de phase, ça c'est pour T' égale 0, si vous regardez le diagramme de phase par rapport à celui de Schultz tout à l'heure on avait ça, et on avait cette ligne ici, qui était l'onde de densité de spin incommensurable. Et donc ce que ceci montre, c'est que cette onde de densité de spin incommensurable est d'abord une spirale, et puis ensuite, à plus basse température, il y a une brisure de symétrie de charge, et l'onde de densité de charge apparaît, on obtient un état de stripe. Voilà. Donc ça, c'est pour T' égale 0, ça, c'est pour T' non nul, etc. Vous pouvez regarder la littérature que j'ai citée dans un transparent précédent. Alors, quelles sont les forces et les limites de la fonction d'onde Hartree-Fock? Donc, il serait en fait pas bienvenu, à mon avis, de ne pas prêter attention à ces fonctions d'onde Hartree-Fock, à ces calculs Hartree-Fock. En fait, si vous les regardez avec un peu de générosité, elles nous disent beaucoup de choses sur les ordres en présence dans le système. Et effectivement, les calculs les plus récents
utilisant par exemple des méthodes de Monte-Carlo diagrammatique, comme les calculs qu'a fait Michel Ferrero, Fedor Simkovitch et Riccardo Rossi récemment, montrent qu'on est bien, au moins dans le régime haute température accessible à ces calculs, on est bien dans ce genre de transition entre une phase, enfin de crossover, entre une phase avec des corrélations antiferromagnétiques, puis des corrélations antiferromagnétiques incommensurables. Évidemment, il faut interpréter ces solutions Hartree-Fock de manière généreuse, parce que Hartree-Fock n'obéit pas au théorème de Mermin-Wagner, donc il donne une transition de phase à température finie en 2 dimensions, ce qui est incorrect pour les degrés de liberté de spin. Mais si on interprète cette transition de phase comme un crossover, eh bien, ça nous donne déjà une bonne indication de ce que fait le système. Alors, en revanche, une chose qui est complètement inaccessible à la fonction d'onde Hartree-Fock, c'est la supraconductivité quand les paires sont non locales. Si vous regardiez le modèle de Hubbard avec U négatif, eh bien, vous pouvez, en généralisant un peu cette fonction d'onde, au cas des paires, qui devient la fonction BCS, vous pouvez trouver des solutions supra. Mais à cause du fait que c'est en gros un état produit, si la supraconductivité est une supra non locale, donc il y a à Paris un électron sur un CT avec un électron sur un CG, comme dans une supra D, eh bien vous ne trouverez jamais ça dans les solutions Hartree-Fock. Donc c'est, je dirais du point de vue physique, en gros la grosse limitation de Hartree-Fock pour un modèle comme le modèle de Hubbard. Alors, je pensais aller beaucoup plus vite, il me manque en gros une demi-heure, ce n'est pas grave, je continuerai la prochaine fois. Il faut donc aller au-delà de Hartree-Fock, et je voulais passer un petit peu en revue les différentes fonctions d'onde qui ont été proposées pour ce problème. Donc, je vais faire ça quand même un petit peu rapidement, puis peut-être on reviendra là-dessus la prochaine fois. Donc, une première fonction d'onde qui a été proposée très tôt, bien avant les cuprates, même en gros, vous voyez, c'est vraiment pas récent, mais qui a été un article extrêmement important dans le domaine de la physique des fermions corrélés. C'est cet article de Martin Gutzwiller en 1962, donc, qui propose une fonction d'onde corrélée, donc il n'est pas un déterminant de Slater, n'est pas un état produit, pour les fermions. Et donc cette fonction d'onde, elle consiste tout simplement à dire, bon, le modèle de Hubbard répulsif n'aime pas avoir des doubles occupations, donc on va mettre un projecteur ici, ou on va mettre un poids, plus précisément, qui défavorise les doubles occupations. Donc vous pouvez écrire cette fonction d'onde simplement comme exponentielle de moins g fois l'opérateur qui compte les doubles occupations, puisque cet opérateur ici, comme les n valent 0 ou 1, il ne vaut 1 que si il y a un fermion up sur le CT et un fermion down sur le CT. Voilà, donc plus g est grand, plus ça va défavoriser les doubles occupations. À la limite, vous pouvez prendre aussi la limite g égale infini, qui est ce qu'on appelle quelquefois la fonction de Gutzwiller projetée, où on interdit complètement les doubles occupations. Fonction d'onde qui a été l'objet de pas mal de travaux dans les années 90. Alors le problème de cette fonction d'onde, donc, qui est introduite dans ce très bel article, c'est qu'il est impossible de faire des calculs analytiques avec cette fonction d'onde. Et dans ce même article, Martin Gutzwiller a introduit quelque chose qui s'appelle l'approximation de Gutzwiller, qui n'est pas la même chose que la fonction d'onde de Gutzwiller, qui est une approximation pour calculer analytiquement les amplitudes des différents éléments de matrice dans cette fonction d'onde, et faire un calcul analytique. Alors en fait, on sait depuis que cette approximation de Gutzwiller est une approximation dont les résultats sont tout à fait intéressants, mais c'était une très mauvaise approximation du vrai calcul variationnel avec la fonction d'onde de Gutzwiller. Je mentionne ça juste en passant, sauf dans un cas limite, qui est la limite de grande dimension, qui est aussi la limite où on a une théorie qui est la théorie de champ moyen dynamique pour résoudre le problème vraiment, au-delà des approches variationnelles. Et dans cette limite, l'approximation de Gutzwiller devient identique à la fonction d'onde de Gutzwiller. Bon, donc ça c'est l'approximation de Gutzwiller. Alors que nous fait l'approximation de Gutzwiller? Donc, comme on ne peut pas faire le calcul analytique, si on ne fait pas l'approximation de Gutzwiller, comme on ne peut pas faire le calcul analytique pour cette fonction d'onde, eh bien, on utilise des méthodes Monte-Carlo.
Je vous rappelle rapidement, je saute des étapes, je vous rappelle rapidement comment ça marche. Oups, où est mon slide? J'avais un slide sur le Monte Carlo variationnel. Voilà. Donc on a vu en détail au cours 2 comment on faisait une méthode Monte Carlo pour évaluer les amplitudes des fonctions variationnelles dans le cas des spins. Donc là, c'est exactement la même chose. Il faut proposer un mouvement d'une configuration X à une configuration X'. Alors là, vous voyez, je travaille avec des configurations qui ne sont pas nécessairement normal order. Et puis, on a besoin d'évaluer 2 choses. Donc ça, c'est juste des rappels du cours 2. On a besoin d'évaluer des rapports de probabilité, ce qui évite d'avoir, au passage, à normaliser la fonction d'onde. Et puis, on a besoin d'évaluer l'énergie, ce qu'on avait appelé l'énergie locale, c'est-à-dire la somme sur toutes les configurations X' de cette expression. Et puis, éventuellement, si vous faites une méthode de natural gradient descent ou de reconfiguration stochastique, ce qui est équivalent, vous avez besoin de calculer la métrique, le tenseur métrique. Donc, on a vu tout ça au cours 2. Alors, vous voyez que ce calcul ici, a priori, il a l'air très méchant, parce qu'il nécessite de sommer sur toutes les configurations. Mais en fait, il n'est pas si méchant que ça, parce que l'hamiltonien H, qui est ici, est un hamiltonien qui est spatialement local. Par exemple, il fait intervenir une interaction locale et des sauts qui couplent un site et seulement ses voisins. Donc, le nombre de configurations X' pour lequel cet élément de matrice est non nul est très petit. C'est juste les configurations qui sont connectées, par exemple, par un saut fermionique. Donc ce calcul, en fait, n'est pas méchant, il est simple. Par ailleurs, si j'ai une fonction d'onde qui s'exprime comme un déterminant, il y a toutes sortes d'astuces pour exprimer cette quantité, et celle-là aussi, de manière beaucoup plus efficace computationnellement, numériquement, en utilisant simplement la manière dont un déterminant change quand on change certaines lignes ou certaines colonnes. Ceci étant dit, je ne détaille pas ces méthodes, parce que dès qu'on passe à une fonction d'onde paramétrisée par un réseau de neurones, ces méthodes deviennent inutilisables, parce qu'on n'a pas un pur déterminant. Et comme vous allez le voir au cours prochain, même si on a un pur déterminant, certaines entrées de ce déterminant sont des réseaux de neurones, et donc, on ne peut pas utiliser exactement ces méthodes-là. Donc ça, c'est le Monte Carlo variationnel, et tout ça est très bien, mais quand on utilise la fonction d'onde de Gutzwiller, on s'aperçoit qu'en fait, ça ne marche vraiment pas très bien. Et en particulier, il est possible de montrer que la fonction d'onde de Gutzwiller est toujours un état métallique, quelle que soit la valeur du paramètre G. Sauf quand G égale infini. Mais quand G égale infini, si vous êtes au demi-remplissage, eh bien, cette fonction d'onde de Gutzwiller devient un état totalement trivial au demi-remplissage, pas en dehors du demi-remplissage, mais au demi-remplissage, dans lequel vous avez juste interdit les doubles occupations. Comme vous êtes au demi-remplissage, si vous avez interdit les doubles occupations, vous avez aussi interdit les trous. Et donc, il vous reste juste un état avec 2 puissance n configurations de spins qui font ce qu'ils veulent. Donc, c'est un état qui a perdu, en particulier, les informations sur les changes antiferromagnétiques. Alors, si vous n'êtes pas à G infini, mais si vous êtes à G fini, et ça, quel que soit le dopage, cette fonction de Gutzwiller est toujours métallique, et ça, on peut le voir en calculant justement n de k, la transformée de Fourier de l'opérateur densité. Donc, qui vous dit en gros comment les électrons se répartissent dans ma fonction d'onde entre les différentes impulsions. Et on peut montrer que ce n de k a toujours une discontinuité au niveau de Fermi, quel que soit G fini. Ça peut être montré par exemple analytiquement. Donc en fait, Metzner et Vollard en 87 ont montré qu'à une dimension, on pouvait faire des calculs exacts avec l'approximation de Gutzwiller. Et vous voyez que le n de k qu'ils ont obtenu, essentiellement analytiquement dans ce cas-là, pour la vraie fonction d'onde de Gutzwiller, eh bien, elle a toujours une discontinuité dont l'amplitude, bien sûr, se réduit avec G. Et puis à G égale infini, elle devient, alors elle s'appelle, ici G c'est exponentielle de moins G. Donc G égale 1, c'est mon G égale infini. À G égale infini, elle devient complètement triviale. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais à tout G fini, il y a une discontinuité. Et la discontinuité de n de k, ça veut dire que mon système a une surface de Fermi.
Autrement dit, c'est un métal. Donc, une des grandes déceptions, disons, de cette fonction d'onde de Gutzwiller, c'est qu'elle n'est pas capable de décrire un isolant de Mott si cet isolant de Mott n'a pas d'ordre magnétique. C'est le cas à une dimension. C'est un modèle très simple, à une dimension, dans lequel il y a un isolant de Mott au demi-remplissage pour toute valeur de U, en fait, mais cet isolant de Mott n'est pas magnétique, n'a pas d'ordre magnétique à longue portée, puisqu'on ne peut pas briser la symétrie de spin à une dimension, à cause des fluctuations quantiques. Donc c'est l'exemple d'un état de Mott où les électrons sont localisés, mais où il n'y a pas d'ordre magnétique. Et vous voyez que la fonction d'onde de Gutzwiller n'arrive pas à reproduire la physique de cet état, c'est toujours un métal. Bon, je vais m'arrêter là. La prochaine fois, on verra d'autres généralisations de cette fonction d'onde, donc dans une tentative pour les améliorer, qui sont les fonctions d'onde de Jastrow-Slater, où on met un projecteur, mais qui est maintenant long local, et puis, je vous montrerai des résultats, et puis l'idée du backflow, qui sont des améliorations successives de la fonction d'onde. Et puis surtout, on verra, donc je passerai sur tout ça en détail, et surtout on verra que toutes ces approches, en gros, elles ont donné un certain nombre de résultats physiques, que j'essaierai de décrire un petit peu, mais elles souffrent en fait de nos préconceptions sur la nature de la fonction d'onde du problème. Donc on peut vouloir rendre le projecteur non local, ajouter des corrections de backflow, etc. Tout ça améliore les choses. Mais en réalité, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'en laissant une complète liberté de paramétrisation de la fonction d'onde, on arrive à avoir des solutions bien meilleures. Et c'est ça que j'essaierai de communiquer la fois prochaine. Je ne voudrais quand même pas vous laisser sur une impression fausse. Si on autorise la fonction de Gutzwiller à briser la symétrie de spin, ce qui n'était pas le cas de la fonction que j'ai écrite, mais si on l'autorise à briser la symétrie de spin, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des stripes. Donc en fait, c'est aussi un travail ancien de Giamarchi et L'Huillier, toujours dans les années 90, qui montre que si on autorise la fonction de Gutzwiller à briser la symétrie de spin, on retrouve ces solutions stripes. Donc ces solutions stripes sont très robustes, comme les solutions de l'état fondamental du modèle de Hubbard. La grande question étant, est-ce que ces stripes, c'est vraiment l'état fondamental, ou est-ce qu'il y a des régimes où l'état fondamental est un supra-D? Et bon, je vous dirai quelque chose là-dessus la fois prochaine. Voilà, je vous remercie. Désolé d'avoir été un peu long. Donc, je vous promets que les réseaux de neurones reviennent la prochaine fois. Et donc, à 11h30, on prend une pause de 22 minutes. Et à 11h30, on a le séminaire de Juan.